à tous, j'espère que vous allez bien et dans la suite de ces vidéos coronavirus et sport qui sont je crois pas hyper bien répertoriées par YouTube. Il semblerait qu'il y a des petits soucis avec les vidéos dès qu'on dit le mot coronavirus avec le robot YouTube, parce qu'aujourd'hui c'est le robot qui fait un peu tout parce que tout le monde est en télétravail, également chez YouTube. Également les gens qui gèrent la monétisation des vidéos. Alors moi ça me concerne pas parce que j'ai 80 abonnés. Pour avoir la monétisation, il faut être à 1000, puis il faut avoir un nombre d'heures de vidéos regardées, donc je suis encore très très loin. Mais on va parler d'une info, l'info du jour, l'info qui est tombée, il était 13h40 à peu près. Les jeux reportés. Les Jeux de Tokyo reportés par un accord entre Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, et Thomas Bach. La situation de toute façon était difficilement tenable pour Shinzo Abe et Thomas Bach. On sait que Thomas Bach avait déjà envisagé hier, et même lors de cette fameuse réunion de crise, le possible report des Jeux Olympiques. Le problème, c'était le Japon. Le Japon ne l'envisageait pas du tout. J'ai fait une vidéo où la vidéo est-ce que c'est raisonnable de maintenir les Jeux Olympiques, et j'avais dit c'était inconcevable pour les Japonais le report. Pour la ministre des Jeux Olympiques, on savait même pas qu'il y avait un ministère des Jeux Olympiques avant qu'elle parle sur le coronavirus. Et pour les Japonais, c'était inenvisageable il y a encore 3 jours. Et comme quoi on a été autant sur le fait d'envisager un report, ça a mis énormément de temps et beaucoup trop de temps, autant sur la décision de reporter, ça a mis 2 jours, parce que voilà, on l'a appris donc à 14h, on le voyait de plus en plus arriver, il faut le dire, avec des boycotts de certaines nations, mais surtout ce n'était plus tenable, et c'est un soulagement pour les sportifs. J'ai lu là à l'instant une interview de Johan Diniz, qui disait, je le cite, c'est sur le site L'équipe, c'est plutôt une bonne chose, la pression sur le CIO et les organisateurs japonais devenait de plus en plus forte de la part du monde sportif, des fédérations, des athlètes du monde entier. On a tous pris position pour un report. J'ai encore vu également une vidéo avec Renaud Lavillenie qui vient d'être mis sur la chaîne YouTube de Canal+, qui disait qu'il voulait le report. Renaud Lavillenie, il était impossible, je reprends les propos de Johan Diniz, d'aller à Tokyo cet été. La priorité est d'éradiquer la pandémie bien avant de penser aux JO. Tout le monde était d'accord, la pression est venue des différents comités olympiques. La Fédération française d'athlétisme a aussi clairement affiché sa position avec le président de la fédération qui avait indiqué également qu'il souhaitait un report. La France qui était plutôt pionnière même de cette situation, avec la natation qui voulait également un report. De toute façon, je l'avais déjà indiqué sur ma vidéo précédente, et je vais juste répéter rapidement les arguments que j'ai détaillés dans cette vidéo sur coronavirus et les Jeux Olympiques. Cocktail explosif, ça c'est la miniature. Donc est-ce raisonnable de maintenir les Jeux Olympiques ? Très clairement aujourd'hui, les compétitions n'avaient pas commencé dans beaucoup de sports. De toute manière, quand on a une pause, il ne faut pas s'attendre à une amélioration d'ici juin. Donc on savait très bien qu'on reprenait au mieux en juin les entraînements. Ça laissait donc 1 mois et demi avant les Jeux Olympiques qui devaient se dérouler à partir du 24 juillet. Donc ça laissait vraiment très peu de temps, très peu de jours de compétition également dans beaucoup de disciplines. Parce que par exemple au niveau de l'athlétisme, on reportait beaucoup d'épreuves. Et c'est-à-dire qu'on avait par exemple un Kevin Mayer ou un Renaud Lavillenie qui n'avaient pas de minima encore. Donc pour la qualification ça allait être compliqué. Je parle même pas des tournois de qualification pour les sports collectifs. Parce qu'on savait très clairement que le handball, par exemple, ça ne s'était pas déroulé et que le tournoi de qualification où il y aura la France du côté des garçons, c'était reporté. On arrivait en juin. Donc ça commençait à être difficile à tenir. Il y avait également d'autres choses que j'avais indiquées lors de ma première vidéo. La cérémonie d'ouverture qui demande beaucoup de bénévoles. On ne pouvait pas aujourd'hui la préparer, cette cérémonie d'ouverture. Cette cérémonie de clôture non plus. Or, une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, c'est très important pour donner un petit peu un petit peu bien lancé des Jeux Olympiques. La flamme olympique, le parcours
Aujourd'hui, elle était sous cloche, elle était dans une lanterne, cette flamme olympique. On ne pouvait pas la déplacer parce qu'on est dans des situations de confinement au Japon, en sachant qu'elle passait directement de la Grèce au Japon, qu'elle ne traversait pas d'autres pays comme on le faisait assez régulièrement. On se souvient par exemple de la traversée de la flamme olympique en France en 2008 avec notre sacré Robert Ménard qui voulait la bloquer à l'époque où tout le monde disait Robert Ménard c'est quelqu'un de bien parce qu'il est président de Reporters sans frontières. Comme quoi, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont trompés après, à part quelques-uns. Moi, je me souviens de Thierry Ardisson qui savait déjà que c'était un sacré filou, le petit Robert. Donc, la flamme olympique, le parcours n'était pas fait. Et puis, il y avait le problème du fignolage de ces Jeux olympiques. On sait très clairement que les Jeux olympiques de Tokyo, l'organisation est mauvaise. C'est pas au niveau des JO de Rio, mais quand même pas loin. Et il y avait le problème des températures, donc c'est-à-dire qu'on était obligé de déplacer beaucoup d'épreuves à Sapporo pour les épreuves d'endurance. Par exemple, le marathon, le 50 km marche ont lieu à Sapporo, alors que c'était prévu qu'elles aient lieu, ces épreuves plutôt, du côté de Tokyo. Donc ça faisait énormément de problèmes d'organisation à gérer. Or, tout le monde est en télétravail, mais même au Japon, on est dans des périodes de confinement, donc personne ne pouvait travailler de manière efficace sur ce souci de préparation à Sapporo, où il fallait faire une préparation de dernière minute. Et puis, de toute façon, c'était plus tenable parce qu'on a des pays qui sont touchés différemment dans le temps. Par exemple, les pays africains, ça ne commence que maintenant, avec l'Afrique du Sud qui a décidé de faire 3 semaines de confinement ce matin. On a également le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui ont décrété l'état d'urgence. L'Amérique du Sud, pour l'instant, est aussi moins touchée que l'Europe, mais ça va arriver également pour ces pays-là. Et puis même en Europe, entre la situation en Italie qui est plus en avance que la situation française, la situation allemande qui se dégrade plutôt rapidement. Pour le moment, les Allemands étaient plutôt épargnés. Aujourd'hui, on a eu une grosse augmentation du nombre de cas et surtout du nombre de personnes en réanimation. Et puis, de toute manière, il y avait le boycott de certains pays, avec la Norvège, le Canada, l'Australie, voire la France, qui, Véran avait dit que pour le moment, on ne pouvait pas envoyer de sportifs au Japon. Et puis, le Japon aurait peut-être refusé certaines nations, parce que les conditions n'étaient pas sereines au niveau de leur cap. Est-ce qu'elles n'avaient pas le coronavirus? Et on aurait peut-être eu des cas importés de coronavirus, alors que la situation se serait peut-être améliorée au Japon, mais des cas apportés par des nations d'Amérique du Sud, des nations africaines. On sait que le système de santé dans beaucoup de pays africains n'est pas exceptionnel, donc ça aurait eu des conséquences importantes. Alors comment ça va se passer du côté des Jeux Olympiques après avoir fait l'état de... C'était plus tenable du côté de la situation. Donc c'est un soulagement pour beaucoup de sportifs. C'est un soulagement également pour les fans parce qu'on sait maintenant à quoi s'attendre dans les prochains mois. Un peu plus, on enlève un peu d'incertitude sur la situation des Jeux Olympiques. Et puis moi en plus, je l'avais dit à la fin de ma vidéo, je ne voulais pas d'une compétition au rabais qui aurait été fait coûte que coûte, comme le disent beaucoup de membres du gouvernement. Organiser quelque chose coûte que coûte. Là, je suis en train de voir le catch. Le WrestleMania, du côté du catch, qui va être organisé à huis clos. Enfin, ça va être une catastrophe, du catch à huis clos. Je sais pas qui a pondu cette merde là, mais alors ça c'est vraiment une belle merde. C'est pas si Bettendial qui a pondu ça. Petite blague politique. Mais voilà, moi je voulais pas d'une compétition organisée coûte que coûte avec des sportifs pas au niveau parce qu'il y a un manque de préparation. Des qualifications qui auraient été faites de manière aléatoire, à l'arrache. Moi, je voulais des Jeux Olympiques, une flamme olympique qui n'aurait pas été transportée. Voilà, c'était pas. Enfin, moi, en tant que fan, c'était pas ce que je voulais au niveau des Jeux Olympiques. Alors, comment ça va se passer du côté des Jeux Olympiques? Donc, report maximum d'1 an. Donc, maximum 24 juillet 2021. C'est-à-dire que les Jeux peuvent être reportés dans moins longtemps. C'est-à-dire que si la situation s'améliorait, on pourra avoir un report. Peut-être en octobre, peut-être en novembre. Après, ça me semble plus compliqué en décembre, par exemple, déjà en novembre, parce que faut savoir que le Japon a un climat plutôt continental. Dans l'idée, donc c'est-à-dire qu'il fait très chaud l'été, mais il fait plutôt froid l'hiver, un peu comme à Strasbourg. Voilà, c'est un peu le même climat que Strasbourg. Donc la situation aurait été compliquée pour organiser des jeux entre décembre et janvier, mais on peut les décaler dans le temps.
Malgré tout, l'option envisagée pour les Jeux Olympiques, c'est d'une organisation dans un an, en 2021. C'est ce qui semble envisagé d'un côté par Thomas Bach, le président du Comité international olympique, de l'autre côté par Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, qui a repris la situation en main. Je pense que la ministre japonaise des Jeux Olympiques va peut-être se faire dégager, vu ce qu'elle a raconté. Donc comment ça va se passer ? En fait, 53% de sportifs sont déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques. Grâce à la participation au tournoi de préqualification, c'est le cas par exemple au volleyball, pour l'équipe de France. C'est le cas pour des sportifs qui ont déjà des minima, par exemple les marathoniens, les décathloniens, les minima on les garde 2 ans par exemple dans cette discipline-là, donc là c'est bon. Des qualifications aussi du côté du football féminin, la Coupe du Monde était qualificative l'année dernière, donc par exemple je crois que c'est la Suède qui s'est qualifiée du côté des filles, donc voilà, la qualification déjà réalisée. Les espoirs au niveau du football c'était déjà réalisé du côté de la qualification, donc pour ces personnes-là aucun changement, elles participeront aux Jeux l'année prochaine. Ça va changer, c'est pour les tournois de qualification qui n'avaient pas eu lieu, ces fameux 47%, donc l'autre moitié des athlètes. Eh bien, eux, leur qualification ne va pas jouer cette année, donc ça va faire comme si c'était une année blanche. On va relancer un programme de qualification à partir, je pense, du mois d'octobre, novembre, et les performances à partir de cette période-là seront prises en compte pour les minima, ou pour les tournois de qualification olympique, ils sont reportés d'1 an également. Donc la situation, on reviendra l'année prochaine pour le handball, mais pour d'autres disciplines également qui n'avaient pas encore fait de tournoi de qualification olympique. C'était le cas par exemple des tournois de qualification olympique dans la zone Asie qui n'avaient pas eu lieu. Pour le basket également, je crois que ça n'avait pas encore eu lieu dans toutes les disciplines. Donc voilà, c'est reporté 1 an plus tard, vu que les Jeux, normalement, sont reportés d'1 an. C'est intéressant pour les sportifs qui n'étaient pas qualifiés et qui n'étaient pas en très grande forme, ou qui revenaient de blessures et qui savaient que leur retour de blessure allait se faire, par exemple, au mois de mai, au mois de juin, et qu'ils allaient avoir très peu de temps pour se qualifier, et que ça allait être très compliqué. Donc pour tous ces sportifs-là, ils sont soulagés également parce que ça va être plus facile pour eux de se qualifier. Pour les autres, pas de souci. Pour ceux qui étaient déjà qualifiés, leur qualification restera confirmée. Voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ce qui est intéressant également, c'est pour les sportifs des zones qui étaient confinés, comme la France, qui ne peuvent pas s'entraîner. On rappelle qu'en France, vous n'avez pas le droit de faire un jogging à plus d'1 kilomètre de chez vous. Autant vous dire que pour le cyclisme, c'était mort, que on peut pas faire d'entretien en faisant 1 kilomètre et 1 heure de sport tous les jours. Donc voilà, on va pouvoir repartir sur un programme d'entraînement beaucoup plus intéressant qui va permettre de retrouver de la masse musculaire, parce que les sportifs là sont en train d'en perdre. Les sportifs de haut niveau en perdent un petit peu foncièrement, parce que l'activité n'est pas aussi importante, surtout que tout le monde n'a pas foncièrement les haltères, n'a pas foncièrement tous les outils de musculation, parce que certes vous avez des sportifs qui sont professionnels aux Jeux Olympiques, mais il faut quand même rappeler qu'aux Jeux Olympiques, beaucoup de sportifs sont amateurs. Par exemple, c'est le cas en France de l'aviron, c'est le cas de la lutte gréco-romaine également. Tous ces sportifs-là n'ont pas les moyens aujourd'hui d'avoir une salle de musculation à la maison, très clairement. Ça va être intéressant également parce que le fait de décaler les Jeux Olympiques va avoir des intérêts. Un intérêt, c'est que ça va permettre de reprogrammer des compétitions. Le Tour de France, par exemple, désormais on peut le décaler au mois d'août. Ça n'était pas faisable jusqu'à maintenant. Donc si on ne pouvait pas faire le Tour de France en juillet, fin juin, début juillet, le départ du Tour de France, eh bien c'était impossible de le reprogrammer parce qu'il y avait les Jeux Olympiques derrière. Donc c'était très compliqué. Donc on va pouvoir reprogrammer des compétitions en cyclisme, en sachant que je vais faire une vidéo demain sur le cyclisme parce qu'il y a eu une idée d'un super grand tour qui durerait 3 semaines, avec 1 semaine en Italie, 1 semaine en France, 1 semaine en Espagne, pour regrouper ces 3 grands tours au cas où la situation ne s'améliorerait pas de manière significative dans les mois à venir.
Mais je reviendrai sur cette idée dans les mois d'avenir et dans les jours à venir et comment ça pourrait être mis en place et les conséquences peut-être dans certains secteurs. Donc ça permet de reprogrammer par exemple le Tour de France, ça permet de décaler Wimbledon par exemple, de décaler l'US Open, d'avancer l'US Open parce qu'on sait que c'est compliqué avec l'US Open et Roland Garros qui a été reprogrammé fin septembre début octobre. Voilà, ça va être intéressant également pour la Formule 1 parce que pourquoi la Formule 1, vous allez me dire c'est pas un sport olympique, on s'en branle de la Formule 1. Mais pour les sports mécaniques qui ont annulé beaucoup de compétitions. Je rappelle que le Grand Prix d'Azerbaïdjan a été annulé par exemple du côté de la Formule 1. On pense qu'on va reprendre au mois d'août. Mais ça veut dire qu'on aurait fait la première course de Formule 1 en plein pendant les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que en termes de médiatisation, ça aurait été extrêmement limité. Par contre, ça a un inconvénient, cette reprogrammation, c'est que les sportifs qui pensaient prendre leur retraite après les Jeux Olympiques, par exemple Johan Diniz, on peut penser pourquoi pas un Teddy Riner en France, mais il y en a foncièrement dans tous les pays, bah, ils vont devoir faire une année en plus s'ils veulent arrêter aux Jeux Olympiques. Et mentalement, ça va pas être facile pour eux parce qu'ils s'attendaient à penser à la retraite. Ils avaient peut-être planifié certaines choses et il va falloir déplanifier. Il va falloir aussi replanifier des programmes sportifs. C'est-à-dire que beaucoup d'athlètes de haut niveau, je n'arrive pas à dire le mot athlète, devaient se préparent 2 ans avant quasiment à élaborer un programme d'entraînement. Par exemple en athlétisme, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que le programme d'entraînement a été imaginé il y a 2 ans pour prendre en compte le fait que les championnats du monde avaient lieu hyper tard et donc qu'il fallait enchaîner avec les Jeux Olympiques. Mais dans toutes les disciplines, on avait programmé l'entraînement sur 2 ans, sauf le foot, sauf le cyclisme par exemple. Et encore, même, il y a des cyclistes qui s'étaient préparés à enchaîner le Tour et les Jeux Olympiques, donc avaient prévu un programme allégé en ce début d'année 2020. Par exemple, un Julien Alaphilippe, parce qu'on sait que les Jeux Olympiques sont un objectif également pour Julien. Donc il va falloir replanifier un petit peu tout ça pour l'année prochaine, vu que les Jeux vont certainement être reportés l'année prochaine. Ça va avoir également un coût financier pour les Jeux Olympiques. On va finir pour le coût financier, le coût pour les médias. Pourquoi un coût financier ? Parce qu'il va falloir rembourser légèrement les diffuseurs. Parce que les contrats sont cassés. Le contrat prévoit une diffusion le 24 juillet des Jeux Olympiques. Or, si les Jeux Olympiques ont lieu 1 an après, le contrat n'est pas respecté. Donc, il faut dédommager les diffuseurs légèrement parce qu'on va engendrer des difficultés du côté des diffuseurs. À quelle hauteur ? Du côté du CIO, tous les diffuseurs mondiaux, il faut savoir que c'est diffusé dans quasiment tous les pays du monde. Les Jeux Olympiques, ça doit être diffusé dans 200 pays, 202 pays peut-être dans le monde. Donc il va falloir, bien entendu, prévoir de rembourser les diffuseurs. Il va y avoir également des conséquences au niveau des sponsors. Les sponsors ont également un contrat qui devait prévoir les Jeux Olympiques le 24 juillet. 2020 avec un départ, donc eux aussi il va falloir les dédommager et peut-être que certains sponsors mettront la clé sous la porte, même si ce sont de très très grosses entreprises avec le choc financier qui nous attend dans les mois à venir. Foncièrement, même les plus grosses entreprises auront des conséquences financières et peut-être que des sponsors vont se retirer pour les Jeux l'année prochaine. Mais voilà, ça va être un micmac financier important comme au niveau du calendrier parce que on se retrouve avec un calendrier 2020 très light. Par contre, le 2021, il va être blindé avec le Tour de France, avec l'Euro de football, avec l'Euro féminin et masculin de football. On aura également la Formule 1, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on aura les championnats du monde d'athlétisme. Est-ce qu'on les reprogramme en 2022 ? Peut-être du côté de l'athlétisme, mais est-ce qu'il faudra faire la même chose du côté de la natation ? Et quid des championnats d'Europe dans ces 2 disciplines-là, mais il y a également d'autres championnats du monde qui sont prévus dans d'autres disciplines, parce que souvent on met les championnats du monde en 2021, l'année après les Jeux Olympiques, donc il va falloir reprogrammer tout ça et ça va être un sacré bordel. Donc ça va avoir un coût financier pour toutes les fédérations qui elles aussi vont devoir s'adapter énormément, et leurs sponsors également, et leurs diffuseurs également. France Télévisions qui diffuse par exemple les championnats du monde de natation ou les championnats du monde d'athlétisme, la fédération, la FINA, la Fédération internationale de natation, ou l'I2AF, la Fédération internationale d'athlétisme, vont devoir
également rembourser France Télévisions, peut-être au niveau des contrats, au niveau du football, il va y avoir des conséquences. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo spéciale au niveau des médias dans le sport, parce que là aussi, il va y avoir de la complexité dans les télés qui font le sport. Parce qu'au niveau des contrats, ça va être difficile. Et puis, il va y avoir un coût financier, bien entendu, du côté du tourisme, parce que toutes les personnes, les journalistes qui avaient prévu de se rendre sur place, mais également simplement les fans des Jeux Olympiques, et puis les fédérations qui avaient prévu des stages, qui avaient prévu de s'entraîner pendant tant de mois avant les Jeux Olympiques. Et puis les familles des sportifs qui viennent pour voir leur enfant ou leur ami, un proche lors des Jeux Olympiques. Donc tout ça, ça va avoir un coût, parce que tout ce tourisme-là, le tourisme des Jeux Olympiques, qui engendre également financièrement de la visite dans les musées, qui engendre également des dépenses en goodies par exemple, des dépenses également en nourriture à McDonald's ou pour les chaînes de fast-food, ou même dans d'autres entreprises japonaises, dans les entreprises qui font des sushis ou ce genre de choses, dans les bars à sushis. Tout ce tourisme-là, tous ces investissements-là vont être décalés dans le temps. Il va y avoir d'énormes reports et ça va avoir bien entendu un trouble énorme dans l'économie japonaise, en sachant que l'économie japonaise, qui ne se portait déjà pas bien avant la crise du Covid-19, parce qu'une population extrêmement vieillissante, une population en âge de travailler très importante, et puis un yen qui était déjà un petit peu en déflation. Donc il y avait déjà une situation financière qui n'était pas facile. Avec le Covid-19, bien entendu, toutes les économies mondiales, toutes les bourses mondiales sont en chute libre. Et bien, rajouter à ça, avec le report des Jeux Olympiques, où il va y avoir dans les 3-4 jours à venir également une baisse, parce qu'il va y avoir de l'incertitude dans les marchés financiers japonais, foncièrement, l'économie japonaise va en prendre un coup à cause du tourisme. Et puis ne pas négliger également le parc olympique. Pourquoi ? Le parc olympique, vous allez me dire, parce que le parc olympique, c'était déjà programmé qu'on le transforme en habitat social ou en appartement, et que donc ça décale d'un an. Donc ce report, il va falloir rembourser également le promoteur immobilier. Donc il va y avoir une facture importante. Il faudra également négocier donc un report avec les hôteliers. Les nuits d'hôtel vont être décalées également d'un an. Donc tout cela va avoir un impact économique important, et c'est pour ça qu'il y avait un article de l'équipe qui le signalait bien. Il va y avoir un report financier important, et que le décalage en 2021, c'était la grosse facture, avec les 3 options de report qui étaient prévues dans cet article de l'équipe. Vous pouvez le retrouver assez facilement, je pense. Et puis du côté des médias, il va y avoir un impact foncièrement, parce qu'il va falloir programmer des émissions cet été. Et oui, au mois d'août, par exemple, France Télévisions, les Jeux Olympiques, ça remplit entièrement la grille des programmes de France Télévisions, quasiment, parce que France Télévisions, c'est 21h sur 24 les Jeux Olympiques. Pendant 15 jours, donc c'est formidable pour France Télévisions, ils ne sont pas obligés de faire d'émissions. Et les seules émissions qu'ils sont obligés de réaliser, c'est des émissions à côté des Jeux Olympiques. Alors là, c'est vrai que les Jeux Olympiques étaient au Japon, donc foncièrement, il y aurait eu un décalage horaire. Donc les après-midi de France Télévisions auraient peut-être été un peu plus complexes, où les soirées, de toute façon, on avait, je pense, prévu déjà des prime time du côté de France Télévisions, parce qu'on sait très bien qu'avec le décalage horaire, je suis pas sûr qu'on ait des compétitions qui démarrent avant 22h30, 23h, en France, vu le décalage horaire. Donc il fallait prévoir des prime time qui auraient pu être des émissions d'avant JO, pourquoi pas du côté de France Télévisions. Et puis que les après-midi, peut-être qu'on n'aurait pas eu de compétition, qu'on aurait eu des vraies émissions, ou pourquoi pas également des rediffusions de compétition, parce que c'était le cas lors des Jeux de Pékin. Donc là, ça va avoir un impact foncièrement sur France Télévisions, avec des émissions qu'il va falloir programmer cet été. Or, c'est compliqué. Si vous avez vu ma vidéo sur le médialiste, le coronavirus, qui doit être mise en ligne depuis 17h normalement aujourd'hui, je ne sais pas si cette vidéo sera mise en ligne aujourd'hui, mais j'espère. Eh bien, foncièrement, tout le monde est en télétravail, et c'est difficile de programmer des émissions et de prévoir des nouveaux concepts d'émissions.
Donc l'été vide en sport cette année va foncièrement avoir des conséquences sur France Télévisions, mais également pour la chaîne Équipe, mais également pour TF1 dans les semaines à venir. Et je parle même pas de Canal+, aussi de RMC Sport, de toute cette chaîne, mais on y reviendra sur la chaîne sportive très prochainement dans un épisode du Médialiste spécial, les chaînes de sport et le coronavirus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, parce que c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas claires, peut-être que vous avez envie d'interagir avec moi, pas de problème. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis nous on se retrouve pour de nouveaux épisodes. Même pendant le confinement, on reste, on continue, je continue de faire des vidéos sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao!